Ok, il est l'heure déjà. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence afin de parler sur ce thème qui est vraiment un thème très sensible, une question vraiment sensible qui touche le monde entier. Et ce soir, on aimerait particulièrement parler de notre continent qui est l'Afrique. Donc déjà pour rappeler le thème qui est l'inceste et la société africaine. Déjà, on vit dans l'Afrique, hein, on comprend un peu ce qui se passe, les réalités de cette question qui est l'inceste, avec tout ce qui n'est pas les non-dits et ceux qui arrivent quand même à dire. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est quand même arriver à donner la parole donc, à tous les sans-voix, donc donner la voix aux sans-voix, afin qu'ils arrivent quand même à exprimer ce qu'ils vivent dans la société, donc, ou bien dans leur maison. Donc voilà pourquoi on est réunis ce soir. Bien sûr qu'une seule activité, donc cette table ronde ne va pas tout changer, mais ça sera peut-être le départ pour quelque chose. Voilà, pour comme on dit, hein, toute chose commence quelque part pour arriver quelque part. Donc, c'est un peu ça. On est déjà derrière le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas beaucoup parler aussi. Et j'aimerais me présenter rapidement. Je suis Gamaliel Obombi, porteur du projet de la sensibilisation. Et actuellement, je suis aussi en pleine rédaction d'un livre qui est intitulé Je meurs en silence. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire me concernant. Je vais laisser la parole à la personne qui est avec moi, avec qui on est en train de modérer cette table ronde. Merci Gamaliel. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont sur Zoom, ceux qui nous suivent aussi en ligne sur Facebook. Comme Gamaliel l'a dit, nous sommes là pour un thème important, mais aussi sensible pour notre société africaine dans son ensemble et pour toutes les victimes qui sont touchées par ce sujet qui est assez tabou dans les familles, à savoir l'inceste. Moi, je suis Gaëlle Yomi, je suis de nationalité camerounaise et j'ai le plaisir de partager ces instants avec vous et avec nos panélistes. Nous aurons trois panélistes ce soir pour un peu camper le décor de notre thématique. Juste une définition brève de l'inceste selon le Larousse. Nous avons plusieurs évolutions aussi du terme en fonction des réalités dans les sociétés. Et de manière résumée, l'inceste, ce sont des relations sexuelles entre parents très proches. Donc, ça peut concerner des hommes et des femmes qui sont liés par un degré de parenté, un père, un enfant, un oncle, un enfant, un cousin, une cousine. Donc, ce sont des rapports incestueux. Et ce qui est correct et qui est bien, c'est que cela est condamné dans la plupart de nos pays africains. Et les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, donc par un frère, par une sœur ou par toute autre personne qui peut résider aussi dans la maison, y compris un conjoint d'une maman qui n'est pas forcément le père biologique de l'enfant, et donc toute personne majeure ayant une autorité sur un mineur. Nous avons beaucoup de cas comme ça et le défi parfois, c'est la dénonciation, les victimes n'arrivent pas à s'exprimer. C'est ce que nous allons voir avec nos panélistes pour comprendre qu'est-ce qui bloque et comment nous pouvons faire avancer les choses. Il y a une énorme documentation disponible dessus et nous avons précisé qu'en 1 heure ou 1 h 10, 15, on ne pourra pas faire tout ce qu'il faut comme contribution. Donc, nous vous invitons aussi à vous documenter davantage et à revenir si on est d'accord à la fin de ce moment pour une prochaine réunion, pour un prochain moment d'échange là-dessus. La recrudescence en Afrique des actes incestueux sont nombreux et ils sont perpétrés sur des mineurs par des responsables de famille. Et il y a comme une loi du silence dont l'inceste, c'est une pratique aussi bien silencieuse mais aussi pernicieuse.
Et aujourd'hui, nous allons aborder cette thématique avec Madame Aude Nana, qui est enseignante. Elle est de nationalité camerounaise et elle réside au Maroc. Nous avons également euh, Madame de la Lune Combo, qui est diplomate et qui est de nationalité centrafricaine, qui réside également au Maroc. Nous avons Monsieur David Amos Ebounou, qui est de la RDC. Il est praticien en PNL, qui signifie programmation neuro-linguistique. Donc, ce sont nos heureux panélistes. Nous avions annoncé la présence de Madame Danielle Makita. Malheureusement, elle a eu un souci de dernière minute. Elle ne pourra pas être avec nous. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons demander à chacun de nos panélistes de nous partager pourquoi cette thématique est importante pour eux. Et je vais passer la parole à Maman de la Lune d'abord, et ensuite Madame Haute, et enfin Monsieur David, puisque les femmes d'abord. Je crois qu'il est galant. Alors, merci beaucoup, Gaël, pour la parole et merci aussi à Gamaliel qui nous a associés à cette réflexion. Et je me rappelle, ça fait quelques mois en arrière, quand tu m'avais approché pour me parler de son projet du livre Je meurs en silence, on avait discuté et c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Interpellé à double sens parce que c'est effectivement comme le thème du panel de ce soir l'indique, hein, ça demeure encore un sujet très tabou en Afrique, hein. Déjà dans le monde, hein, même dans les sociétés occidentales, c'est toujours un tabou. Et en pire encore dans les sociétés africaines, avec la pesanteur de la culture, c'est encore, voilà, ça constitue un grand tabou. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, autour de moi, j'ai vu également voilà, les conséquences dramatiques de ce que c'est que l'inceste dans un environnement plus ou moins proche et comment ça a été dévastatrice également, ces conséquences-là pour les victimes, mais également pour les familles dans lesquelles ces pratiques ont eu lieu. Donc, c'est pour ça que voilà, ça m'interpelle à double sens. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant. Merci, Maman de la Lune, pour ce partage sur l'importance de cette thématique pour vous. Je vais passer la parole à Madame Aude Nana, qui va aussi nous donner ses motivations. Ok, merci Gaëlle pour la parole. Merci Yagama de m'associer à ce projet qui est très intéressant. Bonsoir à tout le monde. Donc, tout comme Maman de la Lune, hein, dès que j'ai vu le thème, j'ai pas hésité une seule seconde pour m'inscrire parce que je savais qu'il y a tellement de choses à dire à propos. Et je pense que les personnes qui plus ou moins hein, n'ont pas été victimes de ce genre de choses sont plus à même de mieux parler de la chose, pas parce qu'ils ont de l'expérience, mais parce que c'est plus difficile pour les victimes de pouvoir s'exprimer. Nous, on peut se permettre de s'exprimer parce qu'on ne comprend pas réellement quels sont les sentiments qu'ils peuvent ressentir étant victime de ce genre de choses. Nous, on peut se permettre voilà, de se projeter et d'imaginer et de soulever le débat pour leur permettre d'avoir le courage d'en parler. C'est pourquoi ce thème me touche vraiment et aussi du fait que je travaille avec les enfants et je vois quel est l'impact psychologique que peuvent avoir ce genre de violence sur les enfants. Comment est-ce que cela les détruit au point où ça peut même être un blocage pour eux dans leur suivi au niveau scolaire. Donc, voilà ce que je peux dire à propos de ce thème. Pourquoi est-ce que ça me parle vraiment comme si, voilà, je dois porter ce fardeau. Merci. Merci, Madame Aude. Vous êtes enseignante et vraiment, vous êtes proche des personnes qui sont souvent victimes d'inceste et c'est aussi un devoir pour vous, pour un suivi, pour un accompagnement. Je vais Exactement. passer la parole à Monsieur David qui va aussi partager avec nous les motivations et l'importance de cette thématique. Alors, je voudrais me rassurer premièrement si vous arrivez bien à m'entendre. Oui, nous t'entendons bien. Alors, c'est parfait. Bon, juste un petit souci récemment. Alors, merci d'abord. Je tenais à remercier le chef de projet, Gamaliel. Bonsoir Gaël. Et bonsoir à tout le monde. Et je suis David Amos, praticien en programmation neurolinguistique. Alors, je remercie l'intérêt apporté sur ma personne pour apporter
ma contribution à ce sujet qui ne cesse de déranger la communauté, voire la société africaine. Et alors, au-delà de l'échelle africaine, je verrais même aller au-delà pour parler en termes mondiaux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été appelé à plusieurs reprises apporter mon expertise dans ces genres de cas avec plusieurs patients, plusieurs personnes, que ce soit avec des personnes âgées qui en ont été victimes bien avant. On en abordera tout à l'heure avec les questions. Et lorsque Gamalem, j'aime bien l'appeler excellence, a m'en parlé, j'ai trouvé nécessaire ainsi que crucial d'aborder ce sujet en termes d'apporter plus de lumière et de clarté. Et voilà, c'est un peu de ma part. Je crois bien que je pourrais être à la hauteur à la demande de mon expertise. Merci. Merci beaucoup, David. Gamayel va aller en profondeur sans plus tarder en ouvrant le débat sur les premières questions avant de prendre celles du public et des participants. D'accord, en tout cas, une fois de plus, merci à vous d'être là, de répondre présent à l'invitation. Avant de poser la question, j'aimerais juste souhaiter une bienvenue spéciale à M. Abderrahman, qui est parmi nous. Donc, il est de l'association Aman, qui lutte aussi sur la question. En tout cas, bienvenue parmi nous, M. Abderrahman. Donc, pour prendre la première question, je pense mieux de le prendre en deux volets, parce que la question nous dit quelles sont les raisons pour lesquelles l'inceste reste un sujet tabou et des stratégies pour encourager la dénonciation et la prévention. Donc, si je parle de deux volets, c'est de prendre d'abord la partie des raisons et puis le deuxième volet, on pourra prendre la partie des stratégies pour encourager la dénonciation et la prévention. Donc, voilà, le sujet est là. Nos panélistes, on est à votre disposition. Je ne sais pas qui va commencer, si c'est M. David ou bien Mme Aude ou encore celle qu'on appelle affectueusement maman de la lune. Tout à l'heure, Gaël a parlé des dames d'abord. Je croirais bien que on ira sur ce son. Alors, je peux me lancer. D'accord. Alors, du coup, tout à l'heure, Gaël a essayé de pouvoir définir, selon le dictionnaire Larousse, hein, l'inceste qui a plusieurs volets, hein. Et également, ça prend différentes connotations d'un milieu à un autre, d'un milieu culturel, je voudrais dire, à un autre. Et si on voit directement sur la question qui vient d'être posée, sur les causes du tabou de l'inceste, moi, j'ai relevé quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. D'abord, j'ai noté la forte répression culturelle. La forte répression culturelle. En Afrique, on a l'habitude de dire le linge sale se lave en famille. Et quand on dit le linge sale se lave en famille, c'est-à-dire qu'importe ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, on n'a pas le droit de sortir voilà, ces informations en dehors de la famille. Et cela voilà, bloque les victimes, au fait, qui ne peuvent pas s'exprimer clairement par peur de répression culturelle. Et également, j'ai noté aussi la question liée à l'influence de l'entourage de la victime, influence de l'entourage de la victime, parce que pour la famille, si la victime passe à une dénonciation, cela porte atteinte à la structure et aux liens de famille. Et à ce moment-là, l'inceste peut être résolu qu'à l'intérieur de cette dernière cellule, qui est la cellule familiale, et donc par peur également, voilà, par peur, par honte, par rapport au degré, au fait, de lien qui a eu lieu entre les deux personnes, la victime, hein, et j'appelle l'agresseur, hein, celui qui a commis l'inceste. Et généralement, on a l'impression qu'on protège plus l'auteur de l'inceste que la victime. L'auteur est plus protégé et le tabou est dû aussi parfois
au traumatisme que la victime peut avoir, la souffrance atroce qu'elle peut avoir et également, voilà, les effets qui peuvent jouer également sur le trouble de comportement à plusieurs niveaux, manque d'estime de soi, voilà, quelqu'un qui sent son corps souillé, son cœur profondément attristé. Et il y a tellement d'éléments qui font en ce que, voilà, mais les deux principales que j'aimerais peut-être relever, c'est vraiment cette question de représailles au sein même de la famille et cette question entre guillemets où on parle non, de protéger l'honneur de la famille. Il ne faut pas sortir cette question dehors. Et à ce moment-là, voilà, la victime n'a pas de mots, c'est l'auteur qui est plus protégé. Et j'aimerais relever aussi le fait que c'est vrai que le thème parle de l'inceste beaucoup plus sur les enfants, mais il y a l'inceste dans les familles aussi sur les adultes. L'inceste dans les familles sur les adultes, je m'explique. On a souvent ce côté-là en Afrique où, par exemple, quelqu'un part en mariage, on peut donner sa petite sœur, une petite cousine pour l'accompagner dans son mariage. Et quand cette dernière arrive dans le mariage, elle peut être aussi victime d'abus d'autorité du mari, de sa grande sœur ou de sa tante. Et elle n'a pas le droit de parler parce que si elle en parle, ça devient scandaleux pour la famille. Et de ce fait aussi, la victime est obligée de se taire et elle meurt à l'intérieur d'elle-même. Et cela peut déboucher même sur la naissance d'un enfant, où parfois c'est difficile de pouvoir décliner l'identité du père de cet enfant-là. Et ça reste, parfois on donne même des noms bizarres à cet enfant-là, puisqu'on ne connaît pas son origine. Si on veut protéger, c'est tellement les aînés de la famille, les sages de la famille sont au courant, parfois c'est eux qui le savent, mais parfois l'enfant même qui naît de cet inceste-là ne connaît même pas ses origines clairement et ça crée beaucoup de problèmes après. Donc, et puis l'enfant aussi va rester dans un tabou, même si on fait découvrir ça à l'enfant, l'enfant va rester dans un tabou où l'enfant n'osera même pas en parler à haute voix et cela également peut entraîner un enfant au suicide. Et ça peut créer un cercle vicieux aussi de l'inceste où certains enfants deviennent violents et ils cherchent aussi à se venger d'une certaine manière en pratiquant aussi, en perpétrant l'inceste sur d'autres enfants mineurs. Donc, voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu. Merci beaucoup en tout cas. Donc, on va passer à M. David. Alors, déjà pour la question, même en soi, je l'avais subdivisée en deux parties. J'ai aimé la manière dont nous sommes en train d'aborder le sujet. Je nous ai concocté quatre raisons, mais tout avant cela, je crois que parmi les raisons que je nous ai prévues, ça va rejoindre quelques raisons de Madame de la Lune. Mais tout avant, j'aimerais que nous puissions éclaircir sur le terme, voire même de l'inceste, ainsi que sur le tabou. Alors, j'ai prévu que nous puissions y aller. J'ai pris la définition que je trouvais intéressante de Dorothée Ducy, qui a vraiment travaillé et contribué de manière significative à la compréhension de l'inceste dans le contexte socio-culturel ainsi que familial. Alors, pour elle, elle part de l'inceste étant comme des pratiques sexuelles imposées à un enfant de sa propre famille. Et sur le mot tabou, alors le mot tabou dérive du polynésien qui passe du tapu au tabou, qui signifie tout simplement interdit ou sacré. Alors, si on essaie de mélanger les deux, ça nous aide à éclaircir un peu que ici, nous sommes en train de parler des abus sexuels pratiqués à des enfants et qui sont, je dirais, demeurent interdits d'en parler. Aujourd'hui, on ressent que on ne veut pas en parler, on ne veut pas en discuter. Et étant appelé à mettre plus de clarté sur ce sujet, j'aimerais que nous comprenions tout avant qu'il y a deux grandes catégories d'inceste. Tout à l'heure, Madame de la Lune, on a parlé du fait qu'on ne veut pas que ça ce soit externe, que les personnes ne puissent pas en parler, que la famille. Alors, cela sera plus dans la catégorie de l'inceste qui est minoritaire, qui est l'inceste consenti, voire même révoqué. Et premièrement, dans l'inceste que nous sommes en train euh, de ne pas défendre, c'est l'inceste consenti, qui est très généralement
dans lequel un adulte abuse d'un enfant, ainsi de suite, toutes les définitions que nous avons eu à donner. Et partant de cela, nous remarquons que la majeure partie euh, de ce problème provient de la sensibilisation et de l'éducation. Je parle plus dans un cadre familial et social. On a des difficultés à voir un parent aborder le sujet de façon un peu plus élargie sur ces termes. Et ça, non seulement dans la communauté ou encore dans la culture africaine, mais aussi étrangère. On a cette impression d'avoir conservé ces termes ou encore ces dialogues de façon réservée à d'autres personnes. Et ça, ce serait parmi les premières vérités ou encore raisons que moi je numérais. Et deuxièmement, je parlerai sur la stigmatisation sociale. Alors, la stigmatisation sociale, c'est la peur du jugement social qui empêche souvent les victimes de parler. Ils se disent aujourd'hui, que diront les autres? Alors, si j'en parle, on va me juger, il y aura ceci, il y aura cela, qui en même temps renvoyera sur la troisième raison, sur la honte ainsi que la culpabilité, souvent qui exacerbée par des sentiments de confusion ou encore des trahisons, surtout lorsque l'abuseur est un membre de famille proche. On s'est dit, ben, on a honte d'en parler, que dira papa, que dira maman, que dira les frères et sœurs, qu'en diront les autres. Et là où j'ai eu à mettre un point ou encore à donner plus d'importance, c'est sur la pression familiale, qui est quatrième point. C'est qu'ici, nous remarquerons que on protège l'abuseur de façon à ne pas subir des conséquences juridiques, voire sociales dans la communauté ou encore dans, dans, dans la réalité. Et pour cela, moi, je crois qu'avec ces quatre éléments, ça nous permettra ainsi d'aborder les stratégies, qui est la deuxième partie de cette question. Voici un peu ma contribution sur les causes ou les raisons que ce sujet reste en tabou. OK, merci beaucoup. Comprenez qu'on est derrière le temps aussi, donc je ferai pas de commentaires. Donc, Madame Haute. Oui, merci Gabriel pour la parole. Je rejoins les autres, hein, que ce soit Mandela Une ou bien le frère David, par rapport au point que j'ai préparé pour cette question. C'est à peu près pareil, les raisons que j'ai évoquées. Tout ce que je pourrais ajouter à cela, c'est le fait que moi, j'assimile vraiment l'inceste au viol, parce que le viol, ce sont des rapports non consentis par la victime, bien sûr. Donc, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il n'a pas droit à la parole. Donc, justement, parce qu'il est un enfant, il ne connaît pas c'est quoi, dans la logique, hein, c'est quoi des rapports sexuels et tout. Donc, l'adulte qui vient pour commettre l'inceste profite de l'innocence de l'enfant pour pouvoir commettre cet acte odieux. Donc, moi, j'assimile vraiment cela à un viol. Donc, étant des personnes qui sont victimes d'inceste, étant également aussi des victimes de viol, c'est pas parce que c'est en famille qu'on ne va pas parler de viol. Donc, elles souffrent. Généralement, le tabou vient de quoi? De ce que les victimes de viol sont des personnes qui ont du mal à pouvoir s'exprimer, à pouvoir raconter leur histoire. Pourquoi? Parce que l'acte en lui-même, qu'elles se sentent comme étant sales, comme étant souillées. Et généralement, même quand on était tout enfant et qu'on jouait et qu'on était sale, si on voyait un étranger arriver, le premier réflexe était d'essayer de nettoyer son vêtement ou ses pieds et tout ça, ou même quand on voyait les parents. Donc, même étant enfant, quand on est sale, on a du mal à s'exposer en public, on a du mal à se montrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'inceste reste tabou, parce que la personne victime d'inceste se sent sale. Donc, elle a du mal de partager cela, de faire connaître au monde entier qu'elle est une personne sale. Et elle a aussi du mal à se prendre comme une victime parce que, justement, comme Maman de la Lune l'a soulevé, hein, par rapport au contexte culturel dû au fait que quand une situation comme ça arrive, la première personne condamnée, c'est le plus jeune. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et très souvent, lorsque ce sont des filles qui subissent de ce genre de choses, on cherche à savoir comment est-ce qu'elle était habillée, quelles sont les postures qu'elle avait dans la maison. Quand on prend le cas où elle a évoqué de quelqu'un, d'une jeune fille qui vient accompagner sa grande sœur en mariage, on va commencer à dire comment elle s'habillait devant son beau-frère. On trouve toutes les raisons possibles pour pouvoir l'accuser, elle, la victime, plutôt que la personne qui a commis l'inceste sur elle. Donc, je pense que la honte
elles connaissent également la honte, elles se sentent sales. Et aussi, pour beaucoup de victimes qui sont des enfants très jeunes, c'est l'innocence qui fait en sorte que le sujet reste tabou. Parce qu'elles sont tellement innocentes qu'elles n'ont pas conscience de ce que l'acte est un acte odieux. Parce que, je le dis parce que j'ai connu un cas hein, pas très loin de moi, d'un enfant qui a été victime de l'inceste par son cousin. Elle ne savait pas ce que c'était, comment les parents ont su, parce qu'elle était tellement innocente qu'elle est venue poser la question à ses parents de savoir c'est quoi faire l'amour. Et ses parents étaient étonnés que mais c'est pas des sujets qu'on évoque à la maison et tout. Mais heureusement que c'était un enfant qui discutait beaucoup avec son père et sa mère. Et c'est comme ça que les parents ont posé des questions, ils ont creusé, ils se sont rendus compte que le cousin qui était venu en visite à la maison avait en fait commis l'inceste de sa cousine, qui était beaucoup plus jeune. Donc voilà, il y a l'innocence hein, qui est une grande cause du tabou parce que les enfants étant innocents ne savent pas ce que c'est, ils écoutent ce que celui qui a commis l'inceste leur dit, ils racontent des choses, parfois offrent des cadeaux pour les plus jeunes et ils se retrouvent à répéter l'acte sans savoir que c'est quelque chose de mal, sans savoir que c'est quelque chose dont il faut parler. Donc l'innocence est aussi une grande cause du tabou. Voilà ce que je pouvais ajouter à ce que les autres ont dit. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que pour ne pas perdre de temps, on va passer au deuxième volet de notre question. Je vais juste retrouver rapidement. Donc, le deuxième volet qui nous dit des stratégies pour encourager la dénonciation et la prévention. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place afin d'encourager en tout cas les victimes à pouvoir dénoncer le vécu de ce qu'ils ont eu à vivre? Je pense qu'on va commencer par la personne qui a clôturé. Donc, Madame Haute. Parfait. D'accord, ça marche. Donc, moi, comme stratégie, ce que je pourrais proposer déjà, c'est la communication. Malheureusement, nous sommes dans un monde où, je le dis parce que je suis dans le domaine, hein, je travaille avec les enfants, je travaille avec les parents. Nous sommes malheureusement dans un monde où beaucoup de parents ont démissionné, c'est-à-dire ne prennent pas le temps de discuter avec les enfants. Certains donnent pour prétexte que les enfants sont petits. Donc, il y en a qui me disent parfois, ah, mais madame, qu'est-ce que je vais dire avec, de quoi vais-je pouvoir parler avec les enfants? Moi, comme première stratégie, ce serait vraiment une discussion avec les enfants, c'est-à-dire pas genre venir après un atelier comme celui-ci, une table comme celle-ci, retourner à la maison, dire aux enfants, bon, venez vous asseoir, je vais vous parler de l'inceste. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une habitude qu'on instaure à la maison. C'est-à-dire que les parents doivent prendre l'habitude de discuter avec leurs enfants, de les mettre en confiance, de sorte que lorsqu'une chose arrive, comme ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport au premier volet de la question, les parents ont su parce qu'ils avaient l'habitude de discuter avec leur fille qui a eu le courage de venir leur poser une question pour quelque chose qu'elle trouvait différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, si les parents instaurent un climat de confiance avec les enfants, un climat de discussion avec les enfants, ce sera plus facile pour eux de venir leur parler lorsqu'il y a quelque chose de, voilà, de pas net ou de, je dirais, pas forcément de pas net pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de cela, mais quelque chose de différent de ce à quoi ils sont habitués. Donc là, les enfants ils seront plus aptes à venir parler à leurs parents quand il y a ce climat de confiance. Deuxième chose serait de donner des restrictions aux enfants. Par exemple, enseigner aux enfants, moi je le fais avec les élèves de ma classe, c'est bien que ce ne soit pas mes enfants que j'ai mis au moins. Je me dis qu'à mon niveau, je dois pouvoir contribuer à cela. Expliquer aux enfants d'éviter des gestes, par exemple, d'accepter qu'une personne touche à leur partie intime. Et les parents eux-mêmes peuvent s'appliquer cette règle, c'est-à-dire qu'on apprend à un enfant à laver ses parties intimes. Lorsqu'on lui donne son bain, on lui apprend à laver ses parties intimes. On lui explique que personne n'a le droit d'y toucher. Personne n'a le droit d'y toucher. En expliquant cela à un enfant tout petit, on lui explique. Tout comme on dit aux enfants, tu ne parles pas à un inconnu dans la rue, tu n'as pas le droit de manger le bonbon de quelqu'un que tu connais. On lui dit que non, personne, ni ton tonton, ni ta tata, ni, je sais pas. Parce que parfois même, ce sont des nounous hein, qui font ça aux enfants. Voilà, c'est souvent des personnes très proches. Donc, on leur explique clairement, personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes. Si je t'apprends à te laver, c'est pour que moi-même, je ne puisse pas y toucher. Et nous aussi, parents, on essaie au maximum de ne pas s'approcher de ces parties intimes. Avec ça, ça fait que l'enfant grandit avec cette culture que ça, c'est à moi et personne n'y touche.
Du coup, quand une personne étrangère viendra pour s'approcher de l'enfant pour ce genre de rapport, l'enfant aura le réflexe de dire non et le réflexe aussi de signaler à un autre adulte qui est dans la maison. Parce que parfois, les enfants ne sachant pas ce que c'est, voilà, ils acceptent, comme je le disais tout à l'heure, simplement par innocence. Donc, voilà un peu ce que je pouvais apporter et aussi organiser des tables rondes comme ce que nous sommes en train de faire là et beaucoup d'ateliers pour pouvoir en parler, pour briser le tabou. Tabou surtout pour les personnes qui sont déjà adultes et qui subissent l'inceste, mais qui n'ont pas le courage de parler. Je pense que plus les victimes vont en parler, plus on va faire un sujet d'ordre général, plus les personnes seront touchées et moins on aura de victimes d'inceste. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième volet de la question. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer, Monsieur David. Alors, pour ma première proposition, je crois que je vais rejoindre Madame Aude sur le fait de la sensibilisation. Alors, je trouve que c'est vraiment excessivement important qu'il y ait une communication claire sur ce sujet, surtout dans l'environnement familial et bien évidemment aussi dans la société. Alors, on sait voir qu'aujourd'hui, on a l'habitude de condamner les autres ou encore les victimes de la façon dont Madame Aude a abordé le sujet et à prioriser les agresseurs, vu qu'ils sont adultes, vu que voilà, on essaie de couvrir leur personnalité. Et vraiment, je crois que la meilleure des choses, premièrement, que je pourrais proposer, serait de veiller sur une sensibilisation et une bonne communication. Et alors, mes autres contributions iront plus dans mon domaine d'exercice, qui sera plus psychothérapeutique. Alors, je parlerai premièrement du développement de l'assertivité. Alors, c'est quoi tout ça? Alors, c'est le fait d'enseigner aux enfants ainsi qu'aux adultes des techniques pour défendre leur opinion, une manière de dire non. On me dit de faire ceci, je ne suis pas obligé de le faire. Pas forcément parce que c'est une grande personne. Alors, c'est en soi un état d'esprit ou une philosophie. Et ça, c'est une des choses que nous encourageons vraiment en tant que nous sommes en quelque sorte des médecins pour ces personnes. Et deuxièmement, je dirais que il y a ce qu'on appelle la visualisation des scénarios positifs. Cela aide les victimes potentielles à visualiser positivement la dénonciation comme la protection et la poursuite de l'auteur. Alors, on leur fait voir que voilà, il n'y a pas raison d'avoir peur. Il n'y a pas raison de se dire que bon, si je refusais, qu'est-ce qui va m'arriver? On essaie de traduire un peu tout ce qui se trouve. Alors, comme le dit le mot, la programmation neurolinguistique, on s'y met dans le cerveau de la personne pour y injecter ou encore faire de sorte que la personne soit en accord avec ses raisons. Alors, troisièmement, pour ma contribution, serait une gestion des émotions. Plus il n'y a pas de gestion des émotions, on ressent un traumatisme potentiel. Alors, moins on en a, moins on est vulnérable aux abus. On sait se maîtriser, on sait quand est-ce qu'il y a telle chose qui va se présenter, comment est-ce qu'on peut se comporter. Et je crois que c'est aussi une bonne manière d'éviter que tout cela se présente. Et dernièrement, ou encore en quatrième position, que je proposerais, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la thérapie parent-enfant. Alors ici, on organise des ateliers entre parents. Ça peut être, peu importe, ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être le cousin, le neveu. En termes, on parle de thérapie parent-enfant qui permet d'apprendre ensemble, de communiquer efficacement et à établir des limites saines, où un parent saura dire à ses enfants, voilà, ça, tu dois faire, ça, tu ne dois pas faire. Celui-ci, c'est ton cousin, celui-là, c'est ton frère, c'est ta sœur. Vraiment, avec cela, je pense que nous pourrons être à l'abri de... C'est vrai que ça ne manque pas, il y en a toujours une manière. Bon, je rajouterai sur la deuxième question, mais vraiment avec cela, je pense que on pourrait répondre à la question sur les stratégies afin d'encourager la dénonciation ainsi que la prévention. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur David. On va passer au moment de la lune. OK. Je rejoins les autres hein, par rapport aux différentes stratégies qui ont été proposées. Je vais insister juste sur, je crois, deux, trois stratégies proposées par M. David et Maîtresse Aude.
Je vais commencer par la causerie éducative au sein de la cellule familiale. La causerie éducative au sein de la cellule familiale est très, très importante. Et ces causeries éducatives, aujourd'hui, il faut que les parents parviennent, que ce soit les parents chrétiens, non chrétiens. Au fait, on doit apprendre, au fait, à discuter de tout avec nos enfants. Déjà, si on peut parler des choses déjà simples avec les enfants, développer juste cette culture d'échange, sans pour autant voilà, bloquer un enfant qui veut s'exprimer, à ne pas s'exprimer sur des choses simples. Donc, même les choses compliquées, l'enfant ne pourra pas demain pouvoir voilà, s'exprimer là-dessus. Et donc, alors, apprendre aux enfants ces causeries éducatives-là, au quotidien, c'est au quotidien, au fait, et développer cela au sein de la cellule familiale. Et quand les causeries éducatives sont instaurées et que ces causeries éducatives sont permanentes, ça va aider un enfant, au fait, à pouvoir parler même des sujets qui sont sensibles, des sujets qui sont délicats à son parent. Ça, c'est la première chose que je voulais noter. Deuxième chose, dans ces causeries éducatives, on a, à l'époque, nous, quand on grandissait, on avait, dans ma famille, par exemple, on avait l'habitude de faire venir le grand-père dans la capitale pendant les grandes vacances, mon grand-père paternel, et il avait l'habitude chaque soir de nous raconter l'histoire de la famille, l'arbre généalogique de la famille. Et donc, ça fait que dans ces causeries également, on se rendait compte que tel est mon cousin, tel est mon frère, il nous expliquait que vous savez, notre ethnie avec telle ethnie ne peuvent pas se marier. Telle ethnie, voilà, au sein de la famille, telle personne avec telle personne ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Il le disait de façon très pudique, mais il nous expliquait au fait comment la famille est constituée et comment la famille fonctionne, ce qu'on peut faire au sein d'une famille et ce qu'on ne peut pas faire au sein d'une famille. Et donc, ça, c'est des causeries éducatives qui aident beaucoup. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a cette déconstruction hein, de la hiérarchie, je peux dire, de l'administration traditionnelle avec la chefferie et autres. Vous savez, la question de l'inceste, même dans les sociétés africaines à l'époque, hein, c'était une question taboue, mais c'était abordé, c'était interdit. Parce qu'il y avait les chefs de famille, il y avait les chefs de village autour de l'arbre de discussion. On abordait ces questions, on expliquait, voilà, surtout quand deux personnes veulent se marier. On sait qu'en Afrique, il y a cette question-là de démarche de la dot, cette question également, voilà, de coutumes qui s'invitent dans les démarches de la dot. Et généralement, on prend le temps d'étudier est-ce que tel peut se marier avec telle personne, avec telle famille. Et donc, quand je parlais de l'inceste aussi au niveau des adultes, le rôle des chefs de famille était de protéger au fait les cellules familiales de telle sorte qu'il n'y ait pas aussi des maladies qui sont liées également à l'instinct qui entrent au sein de la cellule familiale. Et ces genres d'informations qui sont données par les aînés et qui se distillent de façon simple dans les causeries, hein, ça aidait énormément. Et donc, effectivement, la communication vraiment au sein de la cellule familiale est très, très, très importante. Cette question de communication et cette question également d'expliquer également le lien de parenté entre les personnes qui fréquentent les cellules familiales. En termes de stratégie, on a aussi ce côté-là où dans certaines familles en Afrique, vous savez, l'Afrique n'est pas constituée d'une société à 80% riche, non. On a beaucoup plus de sociétés, des classes moyennes beaucoup plus et une population qui est pauvre. Et donc, ça fait qu'au sein des maisons, on a souvent parfois tendance à mélanger les enfants de même sexe à dormir, parfois quand la famille n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir loger décemment les garçons à part et les filles à part. Et ça, c'est aussi une stratégie. Quand les enfants quand les garçons, les enfants de même sexe couchent ensemble, à un moment donné, quand ils deviennent adolescents, il y a les pressions physiologiques qui sont là. Et il y a des enfants qui sont au début de leur âge de puberté, qui n'arrivent pas à se contenir et qui peuvent pratiquer de l'inceste sur leur propre sœur parce qu'ils cohabitent ensemble. Et parfois, il y a des manifestations qui se produisent dans leur corps naturellement parce qu'ils sont en âge adolescent. Et également, parfois, ça se passe comme ça, comme c'est quelque chose qui est normal.
Et parfois, l'aîné va menacer sa petite soeur, ne dis pas, ne dis pas. Et donc, alors, il y a ce genre de choses-là. Et il y a aussi cette acquaintance-là dans certaines blagues ou certains jeux, parfois où les enfants, le fait aujourd'hui de regarder certains films où aujourd'hui rien n'est caché, même la pornographie s'invite d'une manière subtile dans tout ce que les enfants visionnent. Hein. Et donc, alors, parfois, les enfants sont tentés de pratiquer ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ceux qui passent à la télé pensent que c'est quelque chose de normal. Et ils veulent essayer ça au sein de la cellule familiale. Et donc, tout ça, c'est quand on échange bien avec les enfants, quand on maîtrise ce côté de la communication, je pense que cette stratégie peut bien fonctionner pour aider à pouvoir voilà, lever ce tabou-là. Et enfin, pour la société en général, pour que ce tabou soit levé, chacun doit prendre cela comme vraiment quelque chose de sérieux. Au fait quand on est au courant d'une affaire d'inceste, on doit prendre cela comme quelque chose qui nous touche, qui nous touche nous-mêmes. Et on doit aller un peu plus loin en dénonçant cela, en aidant peut-être la victime à pouvoir parler si jamais, parce qu'il y a des enfants qui subissent l'inceste à l'intérieur de leur famille, mais qui vont se confier à quelqu'un qui est à l'extérieur de la famille. Si jamais un enfant comme ça vient vers nous pour pouvoir parler, il faut trouver le juste mot pour pouvoir encourager cet enfant, le langage adapté pour encourager cet enfant à pouvoir se considérer comme victime. Pas prendre l'enfant comme quelqu'un qui vient faire une dénonciation calomnieuse, parce que généralement, c'est comme ça qu'on considère. On pense que l'enfant veut faire une dénonciation calomnieuse et à ce moment-là, on commence à stigmatiser l'enfant ou à menacer l'enfant. Et c'est ça qui bloque parfois les enfants qui sont victimes de l'inceste à ne pas en parler. Et donc, chacun de nous, on doit prendre cela comme un cheval de bataille. Si vraiment nous abordons cela d'une manière ou d'une autre dans nos manières de pouvoir communiquer ou en faisant écho même de ce début de réflexion sur nos statuts, voilà, non à l'inceste, brisons le silence des hashtags. C'est comme ça que vous dites, Gaël, dans votre langage de quoi là? Tout à fait. Hashtag brisons le silence sur l'inceste. Donc, des petits slogans comme ça, je pense, si on balance des trucs comme ça une fois par semaine sur nos statuts, sur nos réseaux sociaux, c'est une manière d'interpeller les consciences au fait collectives sur la question afin que le tabou aussi soit levé. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci, Bonbon de la Lune. On va rester avec vos dernières suggestions qui nous conduisent dans la deuxième question, justement sur l'importance de reconnaître l'inceste pour améliorer la protection de ces enfants. J'ai bien aimé la conclusion où vous nous invitez chacun à prendre cela de manière personnelle, de manière intimiste. Quelle autre stratégie en tant que société africaine, parce qu'on essaye de contextualiser, pouvons-nous mettre en œuvre pour que les enfants se sentent protégés? Parce qu'on a un système de protection, c'est vrai, mais où les victimes sont de plus en plus négligées, ou sont généralement négligées, où leur parole est souvent remise en question, où les victimes se sentent même parfois comme si elles trahissent un aîné, parce que c'est une personne de la famille qui est considérée. Donc, c'est difficile pour cette dernière de trouver une oreille attentive facilement. Comment pouvons-nous continuer sur ce volet-là pour reconnaître l'inceste et améliorer la protection des enfants? On a compris aussi qu'il y a l'inceste envers les adultes, mais on essaie un peu de se focaliser sur les enfants qui sont les personnes les plus vulnérables. Donc, je ne sais pas si Maman de la Lune veut continuer ou elle préfère qu'on commence par une autre personne. Je te laisse le choix, Maman de la Lune, pour cette deuxième question. Alors, déjà, je salue cette initiative qui est lancée et je salue aussi, j'encourage notre chère Excellence Gamaliel à poursuivre les travaux de réflexion qu'il a commencé sur la question. Et je vois beaucoup plus l'apport des associations parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait quand même la force de nos sociétés. Voilà ce que le pouvoir public n'arrive pas à pouvoir mettre en place, mais au moins les associations de la société civile, tout ça, peuvent se lever, peuvent aborder ces questions-là pour pouvoir voilà, briser également le silence. Et donc, voilà, autant que possible, voilà, que les associations en parlent, surtout ceux qui sont déjà dans ces associations militantes en faveur
de la sensibilisation et de la lutte contre l'inceste. Et on sait qu'il y a beaucoup de législations dans nos pays qui encadrent ces genres de questions et qui, normalement, ça touche vers, ça, c'est des questions qui peuvent arriver au pénal si les faits sont établis. Si les faits sont établis, généralement, l'agresseur ou comment on l'appelle même déjà, l'auteur de l'inceste, généralement, il prend plusieurs années. Dans mon entourage proche, j'ai vu un auteur qui avait pris 18 ans de prison pour avoir commis l'inceste sur des mineurs. Et donc, alors, c'est vrai qu'avec les allègements de peine, tout et tout, la personne était sortie de la prison après 12 années, puis quand on a calculé les allègements de peine. Mais quand même, le fait de pouvoir, voilà, condamner, au fait, la loi condamne cela et que cette loi soit mise réellement en pratique, ça aide, ça encourage aussi d'autres qui sont victimes à pouvoir parler s'ils ont vu que, voilà, il y a telle personne qui a subi ça et qui a osé parler et que voilà, on a eu à poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Et donc, alors, à ce moment-là, ça va encourager d'autres victimes. Donc, c'est vraiment pour moi, je vois que la voix des sans-voix aujourd'hui, sur notre continent, c'est la société civile qui peut vraiment soutenir ces genres d'initiatives pour voilà, faire à ce que la loi soit appliquée dans sa stricte rigueur et pour que la voix des victimes aussi soit écoutée. Merci, Moment de la Lune. Donc, je vais passer la parole à Aude. Après, le frère David va conclure. Ensuite, on prendra les questions des participants. Donc, nous avons vu que c'est important d'aller jusqu'au bout parce que dans beaucoup de cas, les gens n'arrivent pas jusqu'au niveau judiciaire parce qu'il y a des médiations et les victimes se sentent lésées dans ce cas. Elles ont dénoncé, a peut-être fait une assise, mais il n'y a pas eu réparation des torts, je peux dire ainsi. Madame Aude, vous êtes enseignante, cela a un impact sur la suite de l'évolution de l'enfant, puisqu'on prend le cas des enfants. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour qu'on puisse aider à reconnaître un acte d'inceste et accompagner ces victimes? Déjà, merci. Je rejoins moi de la Lune sur le fait de commencer une procédure, d'aller jusqu'au bout. Malheureusement, en Afrique, on a ce truc où quand on commence quelque chose et qu'il faille prendre des années et tout ça, on abandonne très vite et on se dit non, ça ne va aller nulle part. On est très vite pessimiste sur des sujets de ce genre. Voilà, on se dit non, c'est pas pour nous, ça c'est pour les Blancs. C'est chez les Blancs qu'on voit ça dans les films et tout. On a tendance à croire que la loi, c'est pour les autres, quoi. Pourtant, on a des avocats chez nous, on a des juges, on a des tribunaux, mais les victimes surtout, et même je dirais les parents des victimes, ont toujours l'impression qu'une fois au tribunal, personne ne pourra les entendre. On a besoin vraiment que des associations, comme je le disais tantôt. Ici au Cameroun, moi je connais un collectif d'avocats qui porte ce genre de projet à cœur. C'est-à-dire qu'ils se sont autoproclamés comme étant la voix des sans-voix. Au-delà des clients qu'ils peuvent avoir qui leur permettent de faire vivre le cabinet, maintenant, ils ont pris sur eux de pouvoir défendre ce genre de cas. Donc, de sorte que lorsque on est au courant, comme tout à l'heure, Madeleine parlait de ce que lorsque nous sommes au courant d'une situation comme ça, eux, ils laissent leur numéro, leur contact et tout. Il faut les contacter pour dire voilà, voilà, voilà. Même si la famille n'a pas les moyens de pouvoir se prendre un avocat, ils se portent garant de porter l'affaire devant le tribunal et d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'en voyant effectivement des cas qui ont été traités, ça va encourager les autres victimes à se lever. Bon, autre chose, notre frère David l'a mentionné tout à l'heure, les formations sont très importantes. Une fois de plus, malheureusement, le côté culturel pèse sur nous. Nous, on a tendance à croire que la formation n'est que pour ceux qui ont entre 0 et 18 ans, c'est-à-dire qu'ils mettent un uniforme, qu'ils vont à l'école et tout. Une fois quand on est déjà dans la société, on travaille et tout, on ne doit plus se former. Non, malheureusement, on devrait comprendre qu'on ne sait pas tout. Et je pense que je suis très bien placée pour le dire parce que étant enseignante, j'apprends tous les jours. Et ce que je vais dire peut sembler bizarre aux oreilles des uns et des autres, mais j'apprends plus de qui? Des enfants. Les enfants que je suis censée enseigner m'enseignent beaucoup au quotidien. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous qui sommes ici, nous sommes encore des apprenants. Et David le disait tout à l'heure par rapport à son domaine, il faut s'intéresser à des formations qui nous permettent de mieux éduquer nos enfants. Ça permet de et d'éviter que l'irréparable se produise. Parce que pour certains cas, c'est carrément de l'irréparable. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas se marier
pas parce qu'elles n'ont pas trouvé un prétendant, simplement parce que le traumatisme qu'elles ont eu dans l'enfance les empêche de pouvoir vivre une relation sérieuse. Tout comme il y a des jeunes hommes qui aujourd'hui sont voilà, des personnes qui font des choses que je n'ose même pas prononcer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes dans l'enfance de ce genre de pratique. Donc, ça a vraiment des dégâts qui parfois sont malheureusement irréparables, des dégâts qui parfois on a du mal à savoir gérer cela. Et autre chose, nous devons aussi savoir nous approcher des psychologues. Ce ne sont pas que des fous qui vont chez les psychologues, non. Même des personnes saines, et même ce sont des personnes saines qui vont chez les psychologues. Parce qu'on a tendance à confondre le psychologue du psychiatre. Le psychiatre, c'est celui qui gère les personnes qui souffrent des troubles mentaux, mais le psychologue nous accompagne dans un suivi psychologique. Donc, lorsque nous remarquons à la maison que l'enfant a un comportement qui nous semble plus ou moins bizarre, ce serait bien d'aller consulter des spécialistes de la chose, de se rapprocher des personnes qui ont eu la grâce d'étudier et qui maîtrisent mieux le domaine que nous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant. Parce que très souvent, quand l'enfant ne parle pas, on ne sait pas comment faire pour pouvoir aider l'enfant. Donc, se retourner vers les spécialistes qui sont du domaine et accepter de se faire aider. Déjà, accepter qu'il y a un problème, parce qu'en Afrique, c'est ça aussi, hein. Il n'y a jamais de problème. Le parent, c'est celui qui sait tout, qui peut arranger tout, qui peut, voilà, il suffit, quand ça ne va pas, on prend le bâton, papa, et ça va, le problème est résolu. Non. Que le parent commence par accepter qu'il ne sait pas tout, il ne peut pas tout résoudre. S'il n'arrive pas à trouver un moyen de communication avec l'enfant, se tourner vers des professionnels, des psychologues en l'occurrence, pour essayer de creuser et voir qu'est-ce qui ne va pas pour mieux comprendre la chose. Donc, voilà ce que je pouvais apporter. Merci. Merci, Madame Aude. Nous retenons beaucoup de choses. On doit se documenter pour mieux éduquer nos enfants. Et on doit se documenter sur des sujets comme ça. Nous avons mis quelques ressources dans le chat. Il y en a plusieurs. Bon, celui qu'on a partagé est récent quand même, c'est de 2023. Et l'auteur, c'est Pierre Clavet-Camguin qui a intitulé sa recherche L'inceste dans les pays d'Afrique subsaharienne, analyse socio-juridique d'un tabou. Il y a assez de pays qui sont représentés et nous vous recommandons de consulter pour aller en profondeur. Je passe la parole à M. David pour son apport sur cette question. Ensuite, on va prendre pendant 10 minutes des questions des participants. Merci encore pour votre intérêt. M. David, Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre? un peu de volume, ce serait mieux. Alors, est-ce que là, c'est plus mieux? Vous m'entendez mieux? Yes, Alors, parfaitement. merci encore pour la question que je trouve pertinente. Et déjà, j'aimerais définir c'est quoi le PNL. Bon, dans mon domaine d'exercice, la programmation neurolinguistique, alors c'est l'approche de la communication, du développement personnel et psychothérapeutique, ou encore psychothérapie, la psychothérapie. Je demanderai à Gamalel de balancer. Alors, il y a un livre que j'ai écrit et il y aura un deuxième que je suis en train qui va sortir très bientôt, qui en parle en long et en large concernant comment est-ce qu'on peut être accompagné parmi ces choses. Je parle dans ce livre sur un traumatisme qui peut arriver. Alors, le titre du livre le dit Only 24 Hours, qui part qu'on en a juste 24 heures. Et j'ai essayé d'énumérer quelques secrets que j'ai soutirés des personnes ou encore des figures emblématiques. Mais plus dans mon domaine, j'ai proposerai alors 4 solutions pour nous permettre, soit dans la prévention. Alors ça, c'est mon deuxième livre qui sortira très bientôt. Alors le deuxième livre est en train de parler sur le leadership, au-delà du chaos, le leadership entrepreneurial dans un monde en conflit. Avec tout ce qu'on remarque aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, non seulement dans un contexte de guerre, mais aussi on peut être en guerre avec soi-même, avec sa propre personne, qui est aussi un des éléments que je vous partagerai ici, que nous devons en soi résoudre. Alors ça parle plus dans la réintégration des parties. Alors c'est quoi la réintégration des parties en programmation neurolinguistique? Ici, on remarque qu'il peut y avoir des conflits internes en soi. On s'est dit que, bon, par rapport au sujet, par exemple, de l'inceste, il y a quelque chose qu'on me dit que c'est interdit. Mais du côté des parents, les parents disent que c'est pas interdit, c'est interdit, mais la personne qui vient vers moi, alors, accordez-moi juste un instant, je vais
switcher sur le portable. Alors, hop. Alors, voilà. Est-ce que vous arrivez à m'entendre toujours? Est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre? Oui, on t'entend bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'écoutons bien, David. C'est parfait. Donc, j'avais juste un petit souci, j'ai chuté sur le portable et un petit souci avec l'ordinateur. Alors, j'étais en train de dire que je proposerai 4 solutions pour, en tant que praticien en PNL. La première, j'ai parlé de la réintégration des parties. Alors, ici, on remarque que ça peut arriver que la personne soit en conflit avec soi-même. Il s'est dit aujourd'hui, je le fais ou je le fais pas. Et nous, on se rassure qu'on soit en accord avec soi-même en mettant en place de l'harmonie avec des aspects positifs. Et deuxièmement, ce que je proposerais, c'est le switch pattern. Alors, le switch pattern, déjà, en termes au mot switch, nous trouvons, c'est un mot qui dérive de l'anglais, c'est switch, et on le ramène sur switch pattern. Ici, ça consiste à remplacer des images mentales négatives par des images positives et motivantes. On se rassure que la personne aujourd'hui qui soit a été déjà victime de cela ou encore est victime potentielle, soit par on sent des gestes, on sent des indices avec la personne, il peut tout autrement essayer de placer des images ou encore un concept que, bon, voilà, ceci, il faut forcément que je ne le fasse ou que je ne le fasse pas. Et à notre niveau, on se rassure de mettre la personne d'accord avec tout ce qui est contraire à la volonté et aussi qui va à l'encontre de la culture et de tout ce qui en ressort. Et autrement que je pourrais rajouter, c'est sur l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est une méthode de sécurité. On sait que les personnes qui sont victimes n'ont pas toujours la main forte ou encore le cœur fort à parler ou encore à aborder le sujet. Ça a toujours été difficile. Et ce qu'on fait, on se rassure à mettre les personnes en confiance pour réduire au maximum l'anxiété. Parce que j'avais prévu quelques rapports, que ce soit de plusieurs organismes, qui sont en train de parler de façon un peu plus élargie tout autour de ce sujet. Je ne sais pas si Gamaliel pourra nous les afficher. Alors, on a premièrement l'UNICEF, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui nous fait un rapport de 2014 qui est Hidden in Plain. Alors, ces rapports parlent d'à peu près 1 million, alors c'est 120 millions, excusez-moi, 120 millions de filles dans le monde, soit environ une fille sur 10 qui ont été contraintes à faire des rapports sexuels accomplis dans d'autres actions de façon, alors de façon involontaire. Voilà ce que je voulais dire, de façon involontaire. Et en Afrique subsaharienne, on peut compter toujours dans ces rapports environ 34% de filles et 12% de garçons qui sont suivis de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Et si on essaie d'aller sur l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, il nous fait un rapport en 2014, toujours en 2014, sur 1 milliard d'enfants dans le monde qui subissent des violations chaque année. C'est vrai que nous étions en train d'en parler dans la société africaine, mais vraiment, c'est très important d'aborder le sujet, comme le disaient mes collaborateurs panélistes tout à l'heure. Et on essaie d'aller un peu plus loin, on nous verra avec l'UNODC, qui est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2022, sur leur rapport mondial sur la traite de personnes. On remarque que sur les enfants victimes de la traite, il y a une proportion significative d'exploitation sexuelle aux enfants dans le contexte familial. Et aussi avec Save the Children, qui est aussi une autre organisation, ils nous font un rapport en 2022 qui part sur les abus sexuels en mettant en évidence, et cela c'était vraiment, ça s'est accru de manière significative pendant la pandémie du Covid-19. On sait que tout le monde était à la maison, on ne sort pas, c'est des familles, et il y a eu une hausse de cas d'inceste comme pas possible, voire même que les lignes téléphoniques avaient une augmentation de 20% des appels, toujours dans le cas sexuel par rapport en 2019. Et là, c'était en 2021.
Et je prendrai aussi le rapport de Human Rights Watch, alors le rapport sur le droit des enfants en 2023, qui parle toujours, qui souligne sur l'importance de renforcer les lois ainsi que le mécanisme de soutien pour les victimes. Pourquoi? Alors, en Afrique de l'Ouest, par exemple, par rapport au rapport des autres pays, ils ont remarqué 30% des filles, voire 15% de garçons ont subi des violences sexuelles aussi avant l'âge de 18 ans. Et je suis allé avec l'UNHCR, qui est la haute commissariat, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, nous parle tout au long des déplacements que les réfugiés ont l'habitude de subir des cas pareils, que ce soit dans l'inceste ou encore dans des abus sexuels. Et toujours en 2020, pour eux, ils ont eu environ 30% de réfugiés qui ont été déplacés. En interne, il y avait des enfants, voire aussi des adultes qui ont subi les mêmes cas. Et en dernière position, je prendrai l'OIM, qui est l'Organisation internationale pour les migrants, ou encore les migrations. Dans leur rapport global Migration Indicators de 2021, ils sont aussi en train de mettre en lumière qu'il y a eu environ 10% des migrants internationaux, y compris les enfants, pendant leur voyage dans le pays des destinations, qui ont aussi été victimes des violations ou encore des abus sexuels. Et malgré toute cette immensité de rapports, il y a toujours une difficulté pour établir des statistiques qui résident dans la prise en compte de la parole des enfants. On sait qu'ils ne parlent pas beaucoup. Ils ont perdu confiance en eux. Ils ne veulent pas en discuter. Et je crois que, comme l'a dit Madame de la Lune, si on se mettait à faire pourquoi pas des hashtags, à en parler de façon un peu plus avancée, que nous trouverons sûrement une solution à ce sujet. Donc, ça Merci, Monsieur passe David. ma partie. Merci pour les chiffres, les statistiques et les références des rapports. J'ai mis cela dans le chat pour ceux qui peuvent télécharger. Nous passons maintenant à votre tour, les participants. Si quelqu'un a une question, si c'est plus facile pour vous d'écrire dans le chat, vous pouvez écrire, sinon vous levez la main. Voilà. Gamaliel, je pense, Monsieur Abderrahman a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Vous pouvez préciser à quel panéliste vous adressez la question et si c'est une contribution aussi, vous pouvez la faire, mais brièvement, parce qu'on va essayer de ne pas trop déborder dans le temps. Nous avons déjà 7 minutes de plus. Monsieur Abderrahman, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, vous arrivez à m'entendre? Parfaitement. Donc, merci beaucoup pour cette table ronde. Je suis très content d'y être et je remercie les organisateurs. En fait, c'est une petite question. C'est que durant toutes les interventions, j'ai constaté que... Donc, déjà, je suis Abdelrahman Moumouj, je suis chargé de projet en accompagnement de la société civile au sein de l'association Meilleur Avenir pour nos enfants, qui est basée au Maroc, et on travaille sur la lutte contre la violence à l'égard des enfants et particulièrement la violence sexuelle. Donc, j'ai constaté que en définition de l'inceste, la plupart des interventions se sont focalisées sur les enfants. Et chose qui est très intéressante, vu que les enfants sont la population la plus vulnérable, mais juste je tiens à préciser, à ne pas confondre que l'inceste, ça concerne aussi les adultes. Et qu'on a deux types en fait. Il y a l'inceste qui est consenti, l'inceste non consenti. Et ma question est destinée donc aux intervenants. Comment peut-on donc traiter cela, à savoir l'inceste entre adultes, que ce soit non consenti ou consenti? Est-ce qu'on a des stratégies? Est-ce qu'on a des propositions? Est-ce que déjà cette question-là intéresse les associations qui sont un acteur très très intéressant et très important pour lutter contre ce genre de fléau? Donc, est-ce qu'on a des stratégies, en plus des stratégies qui ont été évoquées par rapport aux enfants? Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Merci, Monsieur Abderrahman. Très pertinent. C'est vrai, on a survolé au début pour préciser qu'il y a l'inceste pour les enfants et pour les adultes. Maintenant, nos panélistes sont là parce que vraiment, entre adultes consentants, c'est encore plus délicat à traiter parce que je pense qu'il faut faire comprendre à ces deux adultes que ce qu'ils font n'est pas normal. Et là, on avait parlé, Madame de la Lune avait parlé tout à l'heure du fait qu'il y ait des conséquences même médicales, certaines maladies qui peuvent se retrouver parce qu'on a été
parents proches à mettre au monde. Donc, je ne suis pas panéliste, je passe la parole au premier panéliste qui décide d'en prendre. Je ne sais pas, Maman de la Lune, Madame Aude, Monsieur David, vous avez la parole. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main. On a une question dans le chat juste après, mais on répond d'abord à la question de Monsieur Abderrahmane. Juste aux panélistes, une petite précision. Je sais qu'on est déjà derrière le temps. Si vous pouvez être vraiment bref dans vos réponses. Merci. Bon, moi, je dirais, entre adultes consentants, c'est compliqué, hein. En tout cas, quand fait, l'un ou l'autre n'arrive pas à pouvoir l'exprimer dehors, on ne saura même pas qu'il y a eu inceste entre les deux. Sauf si, voilà, les relations arrivent à un certain niveau où les gens commencent à en remarquer, il y a déjà des soupçons qui planent. Là, les membres de la famille peuvent commencer à interpeller ces adultes-là, il faut les interpeller. Il faut les faire asseoir, il faut échanger avec eux, essayer de montrer également les conséquences au fait de l'acte qu'ils sont en train de poser. Quand c'est les deux sont consentants. Maintenant, quand les deux ne sont pas consentants, il faut qu'il y ait dénonciation de l'une des parties. Il faut que l'un puisse dénoncer vraiment qu'il y a eu inceste. Je prends l'exemple que j'avais cité tout à l'heure. Voilà l'exemple où quelque part en mariage, on donne peut-être une cousine ou une petite sœur pour accompagner. Et il y a parfois abus d'autorité ou abus de pouvoir du maître, du père de famille sur la personne qui habite sous son toit. Et à ce moment-là, c'est tellement compliqué parce que ça rejoint également les causes du tabou qui sont vraiment celles de ne pas bafouer ou faire sortir dehors la saleté de la famille. Et donc, alors, les personnes meurent effectivement en silence avec ça, ils en souffrent. Et donc, tant que la personne n'arrive pas à dénoncer, c'est très compliqué. On a aussi des cas de certains enfants qu'on adopte dans les familles, mais ce sont des enfants de la famille qu'on a essayé d'adopter. Et quand ces enfants arrivent, on les utilise comme peut-être des servantes à la maison, ainsi de suite. Et parfois aussi, on a cet abus d'autorité du père de famille, peut-être sur ces enfants, ou soit des enfants aînés de la famille qui utilisent peut-être ces enfants qui habitent sous le toit. Bon, c'est pas des enfants, mais ces adultes, je peux dire comme ça, on peut qualifier de mineurs, de majeurs non émancipés qui vivent sous ces toits-là. Et donc, alors, du moment où, supposons, je donne un exemple, le monsieur Richard, son fils aîné, il s'en fiche pas mal de tout ce qui est considération familiale. Voilà, il prend sa drogue, il fume là-bas, il revient, il trouve peut-être une nièce qui est là à la maison. Et donc, alors, il va rentrer dans sa chambre, il abuse de cette dernière-là, il menace cette dernière, que tu ne dois pas en parler. Là, ça devient compliqué. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de dénonciation de l'un des deux, c'est compliqué, surtout pour les adultes. Mais la stratégie, c'est quand il y a une dénonciation, il faut accompagner ces personnes à pouvoir vraiment faire une thérapie pour guérir du traumatisme lié à cette question-là. Et il faut oser parfois quand c'est abusé ou quand parfois la personne peut avoir une maladie contagieuse qui peut détruire totalement la vie de l'autre et qui ne permet plus à cette personne de pouvoir se marier. Et toutes ces questions-là, il faut accompagner ces personnes-là vers, si des associations existent, il faut les orienter vers les associations pour être écoutés. Il y a des centres d'écoute certainement dans ces associations-là. Il faut qu'on écoute ces personnes, il faut qu'on mette en place l'aide qui convient, peut-être à la limite même faire des analyses médicales pour voir la santé, vérifier la santé de ces personnes-là et les aider à pouvoir vraiment retrouver peut-être voilà, leur dignité. Et donc, ça, c'est ce que je peux dire très rapidement. Merci, Madame de la Lune. Je passe la parole à Madame Aude. Il y a une contribution de Josiane sur la question. Elle évoque le même point. Lorsqu'ils sont consentants, c'est difficile. Mais lorsqu'ils ne sont pas consentants, on parle bien sûr d'inceste, donc de viol sur une personne, mais il faudrait que la personne dénonce et qu'elle soit accompagnée. Et Madame Aude, sur cette question. Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce que Mandela Une a dit, hein. Je pense qu'elle a dit tout ce que je pouvais apporter sur la question, si ce n'est insister sur le fait que les personnes qui sont généralement victimes d'inceste, moi je qualifierais même plus cela de viol parce que ce sont déjà des adultes. On devrait leur prêter une oreille attentive. On devrait leur prêter parce que ces personnes avant tout ont besoin d'une personne qui va les écouter sans les juger surtout, sans les juger parce que parfois c'est ça le problème. On prétend
tendre l'oreille pour écouter, mais à côté, on fait des commentaires qui laissent croire à la personne que plus qu'une victime, elle aussi, elle a participé à la chose, quoi. Donc, il faut davantage une oreille attentive pour ce genre de personnes et pourquoi pas les conduire justement vers des associations qui ont au sein des associations, généralement, il y a des professionnels, des personnes qui ont non seulement l'expérience avec des cas précédents, où ils ont beaucoup de psychologues aussi qui accompagnent les personnes qui sont victimes d'inceste. Pour les adultes non consentants, mais comme elle a dit, hein, pour ceux qui sont consentants, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. J'ai vu une fois un cas de 2 adultes qui étaient consentants, qui étaient des frères, c'est-à-dire que c'était les enfants d'un même monsieur. Seulement, quand ils ont commencé la relation, ils ne savaient pas qu'ils étaient frères parce que le monsieur a eu l'un des enfants dans le foyer et l'autre en dehors. Il n'a jamais présenté les enfants. Et c'est au moment où ils décident de se marier, malheureusement, ils avaient déjà consommé l'acte et tout. Quand ils décident de se marier, ils se rendent compte qu'ils sont des frères. Mais ils ont dit qu'ils n'allaient pas arrêter la relation. Donc là, c'était compliqué. Ils sont des frères, des enfants d'un même père, mais ils ont refusé de se séparer. Ce sont des adultes. Voilà, c'est vraiment compliqué. C'est à eux de prendre la décision de s'arrêter. Et je pense que ce que Maman de la Lune a dit pour les questions précédentes, elle a parlé de causerie en famille. C'est très important. Parce que des enfants qui ont grandi dans un environnement où il y avait tout le temps des causeries, ça laisse montrer que le papa, c'est-à-dire que le chef de famille est aussi quelqu'un qui facilement discute des choses qui peuvent sembler être tabous. Et on peut en arriver justement au niveau où il va dire que voilà, on ne sait jamais, vous avez des frères et des sœurs dehors. Donc voilà ce que je pourrais rajouter. Merci. Ok, merci. David, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne passe la parole à Hervé qui veut faire une proposition sur le programme? D'accord, alors je voudrais juste ajouter quelque chose. Alors, c'est une méthode en programmation neurolinguistique qu'on appelle le recadrage. Alors, pour votre question, je crois que j'avais énuméré tout au départ qu'il y a 2 types d'inceste qui est consenti ainsi que non consenti. Sûrement, vous êtes arrivé un peu en retard, ou soit vous n'avez pas bien suivi. Alors, ce qui se passe, c'est que avec cette méthode, on essaie de faire comprendre aux victimes que cette action est une preuve pour renforcer leur résilience, leur permettre de voir cela autrement que de façon voilà, conséquente, que voilà, il y a ceci, c'est fini. Vraiment, on essaie du mieux possible renforcer de l'énergie sur la personne, être comme moteur de motivation pour d'autres. Voilà, je suis passé par là. Si j'arrive à m'en sortir, je crois que vous serez capable aussi d'en sortir. C'est vraiment sur le recadrage que nous nous basons plus. Et je crois que pour ma contribution, ce serait cela. Merci beaucoup. On passe la parole à Hervé et Gamaliel va continuer la modération pour quelques minutes. Hervé, est-ce que tu peux activer ton micro? Je pense que tu as une proposition pour le programme. Oui, mon micro est activé, je pense. Vous m'entendez pas? On te suit maintenant. Vas-y. D'accord. Bonsoir. L'émission est très pertinente et je pense qu'on a peut-être beaucoup de questions et je pense qu'on attend la prochaine émission ou alors le prochain programme. Donc, du coup, la proposition pour moi était juste de savoir, est-ce que pendant qu'on est en train de développer, on ne peut pas directement commencer à poser des questions pour gagner en temps? Ou alors, même si on a fini, on laisse les questions dans le chat. Et la prochaine émission, on pourra répondre aux questions. Là, ça donne aussi le temps aux intervenants de donner des réponses qui seront un peu plus claires par rapport à répondre sur le coup, parce qu'on n'est pas généralement préparé sur les questions qu'on doit poser. C'était ça ma proposition. OK, merci beaucoup, le sage, pour la proposition. En tout cas, on est vraiment derrière le temps. On a déjà dépassé de 18 minutes. Je ne sais pas s'il faudrait prendre peut-être une dernière question ou bien clôturer par là. Oui, prendre la proposition qu'on nous a faite, de prendre les questions et puis, si les panélistes peuvent nous faire l'honneur de revenir encore à une prochaine date pour discuter sur le sujet. Comme on avait dit au départ, c'est un sujet qui est vraiment sensible, qu'on ne pourra pas tout dire en 1 heure. Là, déjà, on vient de dépasser de quelques minutes. Même en une journée, ça ne sera pas vraiment évident.
Donc, si on est d'accord sur ça, on va essayer de réfléchir encore pour une autre date et continuer sur le sujet avec d'autres questions. Si les panélistes sont d'accord Gamaliel, pour si ça. je peux me permettre, Gamaliel, Oui, ce serait bien de laisser peut-être une adresse mail ou un contact WhatsApp parce que des personnes présentes ce soir peuvent ne pas forcément avoir des questions là sur le bout des lèvres, mais en avoir demain ou après-demain. Et comme ça, ils vont vous laisser des questions et que vous allez communiquer pour la prochaine table ronde. OK, je viens de laisser mon adresse mail. Apparemment, j'ai envoyé de façon personnelle. Je vais laisser mon adresse mail. Comme ça, on pourra recevoir les questions et programmer une autre séance pour prochainement. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu le mail Oui, le mail est disponible dans le chat, donc vous pour tout pouvez le envoyer monde. vos questions et on pourra aussi envoyer la documentation que nous avons mis dans le chat, on pourra envoyer par mail à ceux qui n'ont pas pu télécharger et aussi améliorer davantage, approfondir davantage la thématique. Le défi est aussi sur cette thématique, comme Gamaliel, on n'a pas détaillé. Au début, on voulait même recueillir des témoignages anonymes, mais on voit que même en anonymat, c'est difficile pour les victimes de s'exprimer. Donc, du moment qu'on est en train de mettre sur place peut-être une prochaine édition, on espère qu'on pourra aussi même avoir des témoignages anonymes et aussi d'autres personnes qui travaillent dans le milieu associatif pour cela. Et voilà, hein. S'il n'y a pas une dernière question, on pourra donner le mot de la fin, Gamaliel. OK, donc pour ne pas trop garder les gens, puisque l'objectif c'était de ne pas rester trop longtemps, pour ne pas que Oui. ce soit aussi ennuyeux, même si le sujet est intéressant. Mais toutefois, conseil, c'est quand même une réunion Zoom. Si ça tire en longueur, après ça devient ennuyeux, quoi. On peut plus suivre le sujet comme il le faut. Voilà pourquoi on avait voulu le faire en 1 heure. C'était vraiment un défi quand c'était lancé. Mais bon, on a fait quand même l'essentiel avec un petit débordement de temps. Et ce qui nous reste à faire, c'est vraiment de remercier tout le monde parce que sans vous, cette activité n'aurait pas eu d'importance sans votre présence, aux panélistes, aux participants et une fois de plus à M. Abderrahman pour votre présence. On est vraiment reconnaissant pour ce temps que vous avez consacré d'être ensemble avec nous. Et sur ce, on vous reviendra vraiment très prochainement avec une autre date pour essayer d'en discuter. Et on attend aussi vos questions afin que les panélistes puissent se préparer. Parce que normalement, on devrait avoir 4 panélistes, mais il y a une personne qui a eu un imprévu et peut-être prochainement, il sera avec nous, on ne sait jamais. Et s'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient bien intervenir, en tout cas, on est ouvert à toute proposition. Et l'objectif, c'est vraiment, comme j'avais dit au départ, toucher le point comme il le faut afin que les choses puissent se changer au fur et à mesure et donner la voix aux sans-voix pour que, déjà, on parle des enfants, mais on sait que la personne étant victime, après, il y aura plusieurs conséquences qui vont surgir. Ça va créer des bombes à retardement. Voilà pourquoi l'objectif, c'est d'amener aux gens, dès après l'acte, de pouvoir s'exprimer et d'éviter aussi que ça soit trop dans la société. Donc, c'est un peu ça l'idée principale de nos rencontres. Donc, sur ce, je vous dis merci une fois de plus et bonne soirée à tous. Merci à tout le monde, merci Merci, à nos bonne soirée. panélistes. Et les questions, Bonne Merci. soirée. Donc, on attend vos questions par mail. on a reçu déjà quelques-unes, on va recueillir parce que si on commence à répondre, on ne va pas s'en sortir. Mais merci à la sœur Dietti, à Madame Dietti qui a envoyé la question et on va y répondre. Ne vous inquiétez pas, la contribution aussi, nous avons aussi reçu une contribution dans le chat. Nous allons y répondre, une contribution de Sofret. Donc, merci, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, bonne Merci. soirée.
Merci, au revoir à tous. Au Merci. revoir. Frère Nathan, tu as suivi aussi le panel. Merci, On a maman de quoi la ici? lune.